Bonjour à tous les amis, alors j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors dans cette vidéo on va parler du désherbage et notamment du désherbage des céréales en grande culture. On va parler de l'historique du désherbage, quelles sont les solutions que nous avons eues et celles qu'il nous reste. On va essayer d'évoquer les pistes qui peuvent expliquer pourquoi nous arrivons à autant de difficultés aujourd'hui. Cette vidéo fait suite à une première vidéo sur ce sujet où on a plus introduit les problèmes, les problématiques qui concernent l'ensemble des agriculteurs du monde puisque le désherbage est un enjeu capital. Et ce n'est pas les dernières nouvelles de cette semaine qui vont nous rassurer sur nos perspectives d'avenir sur ce sujet. Alors si ça vous convient, on est parti. Alors le désherbage, en effet, c'est un vaste sujet. Vous êtes nombreux à me poser beaucoup de questions. Je vous préviens d'avance, cette vidéo n'a pas vocation à vous donner des solutions toutes faites, des modes d'emploi, des potions magiques ou des programmes qui vont tout résoudre chez vous. En aucun cas, on va juste faire un point historique, on va faire un point du présent, de ce qui nous reste comme molécules, on va faire un point sur les modes d'action des produits, enfin bref, on va rentrer dans le détail, on va essayer de réfléchir ensemble et au regard de certaines de vos questions et surtout des exemples que vous m'avez donnés, on sait déjà d'avance qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait améliorer tous ensemble. Car il y a quand même sur le terrain beaucoup de choses qui sont faites et qui ne sont pas en faveur du désherbage et surtout de sa durabilité, à la fois dans les applications, dans les produits choisis, etc. etc. Donc on va revenir là-dessus et on le fera en intérieur. Mais pour introduire cette vidéo, je voulais vous montrer, j'ai rien à cacher, 2 parcelles sur notre deuxième site qui sont extrêmement sales, qui se sont salies là sur Mars. On est intervenu sur Mars, comme je l'avais expliqué, sans grande illusion avec des produits de printemps. Alors, qu'on aurait sans doute préféré, et on était préparé pour intervenir 2 fois à l'automne, et on en parlera avec des produits racinaires, qui sont pour nous les seuls produits à encore fonctionner aujourd'hui en association et en répétition, avec toutes les problématiques que ça peut avoir, donc on va en parler dans cette vidéo. Et donc vous voyez ici, on est dans un blé qui est complètement rempli de repousses de vulpins et de raies-gras. Donc c'est consternant, je vous avoue que j'en suis malade de chez malade. Alors pourquoi en plus j'en suis malade? C'est qu'on est intervenu au printemps. C'est ici que nous avons fait des essais de double dose de produits. On va broyer la partie qui a été doublée en dose pour ne pas la récolter. C'est un essai. Il n'y a eu aucune efficacité. Les conditions étaient, faites-nous confiance, au top de chez top, rosé, matin de bonheur, temps poussant, etc. C'était il y a presque 2 mois maintenant. Voilà, zéro efficacité, alors que dans l'hiver, on avait vraiment observé les champs propres. Et pourquoi réintervenir? C'est-à-dire que c'est dans une gestion de ne pas systématiser, dans une gestion de toujours faire attention à mettre le minimum de produits phytosanitaires. Et on se retrouve aujourd'hui, pour plusieurs années, à de réelles problématiques. Alors là, ça va engendrer certainement, eh bien justement, de très peu toucher le sol, essayer de laisser tout relever. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reparlera. Et puis, je vais vous montrer de l'autre côté de la petite route, un escourgeon qui était, je parle au passé, propre il y a encore 1 mois, et qui tout doucement se salit. Alors là aussi, en escourgeon, en orge, on verra qu'on a beaucoup moins de solutions qu'en blé, encore moins, ce qui est déjà pas beaucoup. Et vous allez voir que ce n'est pas les nouvelles de cette semaine qui vont nous rassurer. Alors, si vous le permettez, on va plutôt se mettre en intérieur, ce sera beaucoup plus facile, il y a beaucoup de vent, et puis on pourra rentrer davantage dans le détail. Allez, on est parti. Alors, de retour en studio pour parler des solutions techniques que nous avons à notre disposition pour désherber les céréales, des solutions chimiques notamment. On va insister sur ce qu'il nous reste en termes de molécules. On donnera des exemples de produits à chaque fois. L'idée n'étant pas de faire de la chimie ou de la préconisation, mais qu'on constate tous ensemble qu'est-ce qui nous reste. On fera un tout petit peu d'historique aussi. Et on va compléter la première vidéo où, si vous vous rappelez, on a parlé des causes, notamment des assolements, la succession des cultures, avec beaucoup de graminées dans notre succession de cultures, dans nos assolements. On a parlé des hivers doux qui ne participaient donc pas à favoriser nos désherbages, à améliorer leur efficacité, car des hivers doux conditionnent une meilleure détoxification des plantes que nous cherchons à détruire, permet aussi qu'elles grossissent plus facilement durant l'hiver, qu'elles prennent de la force, de l'enracinement, d'où nos difficultés au printemps pour les détruire. On a parlé des printemps froids et secs, et vous allez voir que certains produits ont besoin de sols humides pour fonctionner, même si ce sont des produits foliaires en partie. On va parler de la différence entre produits foliaires et racinaires, ne vous inquiétez pas.
La réglementation, et vous allez voir qu'avec ce qui est arrivé cette semaine, ça ne va encore pas arranger nos affaires, mais la réglementation a éliminé un bon nombre de produits qui existaient et qui apportaient de l'efficacité par le passé. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse plus le faire aujourd'hui, mais ces produits ayant disparu, la réduction du nombre de molécules disponibles, et vous allez le voir, conduit forcément à plus de difficultés, à des répétitions dans beaucoup de régions de toujours les mêmes produits, parfois même des produits solo, des molécules solo, ce qui est une erreur à ne jamais faire et qui pourtant est communément faite, admise, conseillée, préconisée. Et c'est ce qui nous navre à chaque fois avec Mathieu, et on va en parler. L'agriculture de conservation, avec la présence des résidus, etc., donc on en reparlera dans cette vidéo par rapport aux produits racinaires justement, et les applications qui peuvent être de mauvaise qualité. Donc le fait de ne pas associer des produits ensemble, par exemple, en est une, de toute façon, ou de ne pas respecter les conditions d'usage de ces produits par rapport à leurs besoins vis-à-vis du climat, des temps poussants, le sol humide sur certains produits de printemps, qui conduisent forcément à ces inefficacités avec le temps, qui conduisent à des dérives et qui conduisent aussi à des résistances, puisque à chaque échec, en fait, on favorise des transformations, des mutations des plantes qu'on cherche à détruire, pour devenir résistante, tolérante, enfin tout ce que vous voulez, aux solutions techniques qu'il nous reste. Voilà, donc si vous êtes OK avec ça, on va déjà commencer par un petit peu quelles sont les molécules que nous avons aujourd'hui à disposition. Je parle bien dans les céréales, puisque dans la troisième vidéo, on parlera des solutions techniques pour détruire, toujours pareil, les graminées dans les autres cultures, les betteraves, les maïs, etc., pour voir finalement aussi que de ce côté-là, c'est par les têtes d'assolement justement qu'on peut peut-être essayer de résoudre nos problèmes que l'on a sur nos céréales, sur nos graminées, sur nos blés, sur nos orges. Mais si on nous enlève aussi des solutions techniques dans ces cultures-là, ça se complique. Alors aujourd'hui, on va déjà commencer par les racinaires. Si on regarde bien aujourd'hui, on a environ 7 molécules de disponibles sur céréales, blé et orge. J'ai pris les cultures principales, mais de toute façon, vous verrez que sur les autres, à part certaines homologations qui n'ont pas lieu, etc., c'est ces 7 molécules-là qu'on va retrouver. J'en ai peut-être oublié, mais l'idée, c'est au moins de dégrossir le plus important. Sachez que sur ces 7 molécules, il y en a déjà 4 qui sont interdits sur sol drainé ou avec des taux d'argile supérieurs à 45% d'argile, dont une qui est autorisée sur les sols drainés tout simplement, sur tous les sols drainés, et c'est le chlortoluron. Alors dans les molécules que nous avons en racinaire, nous avons la pendimétalline, que vous devez connaître, avec un exemple de produit, le prole par exemple. Alors la pendimétalline, c'est déjà pas une molécule foudroyante, mais en plus, la semaine dernière, elle vient d'attraper un changement de classement, donc de toxicologique, ce qu'on appelle CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique, vous connaissez. Elle passe en cancérigène, mutagène, reprotoxique, numéro 2. Ce qui conduit à une forte augmentation des taxes qu'il va y avoir sur ce produit. On parle de 5 à 8 euros de l'hectare, donc je ne sais pas si vous voyez. De nouvelles interdictions à cause de la phrase de risque pour ne pas la mélanger avec d'autres produits. Donc finalement, déjà, il y a des produits où cette molécule est incluse avec d'autres molécules qui vont disparaître. Et puis en l'utilisant en solo, on ne pourra plus l'associer avec d'autres molécules, ce qui enlève complètement son intérêt. Et puis l'aspect économique, bien sûr, qui va doubler, plus que doubler le prix actuel de l'usage de cette molécule. Donc vous voyez, sur les 7 molécules, on en a déjà une qui est en balance. Le chlortoluron, donc qui est une molécule qui date justement de très longtemps, plus d'une quarantaine d'années. Il y avait son cousin qui était l'isoproturon, qui a disparu des circuits il y a une bonne quinzaine d'années, qui était un produit qui apportait aussi une réponse supplémentaire sur les graminées, donc des produits racinaires. Tous les produits dont je vais vous parler d'ailleurs, étant donné qu'ils sont racinaires, je précise, ce sont des produits qui agissent notamment sur la germination. Donc ce sont des produits qui empêchent la germination. Donc une des raisons connues, mais pourtant pas modifiées beaucoup de la part des utilisateurs, des applicateurs, c'est que ces produits-là doivent être mis avant la germination des graminées qui nous posent problème. Si ça a lieu après, on sait par exemple, nous chez Phytosol, dans nos essais que l'on fait tous les ans depuis des années, on a travaillé plus de 5 ans dans une région où il y avait plus de 800 régras au mètre carré, on sait très bien aujourd'hui que entre le stade cils d'une mauvaise herbe, graminée qui lève, et le stade une feuille, c'est des fois 7 jours d'écart, c'est 30 à 40% d'efficacité en moins. 30 à 40% d'efficacité en moins du désherbage. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas grand-chose pour basculer du côté obscur. Donc tous ces produits dont on parle là, qui sont des produits racinaires, ont une action pour empêcher la germination des mauvaises graines. Donc ils doivent être mis avant cela. Et il est souvent constaté sur le terrain que des fois vous intervenez pour semer, il y a déjà des cils présents de repousse de graminées pour les régions vraiment qui ont des historiques sales. Et en fait, lorsqu'ils appliquent
leurs produits racinaires qui ne fonctionnent qu'à 70 à 90%, c'est ça la grande moyenne. S'il y a encore des plantes qui passent au travers à ce moment-là, une des raisons qui peut être invoquée, c'est ce mauvais usage des racinaires qui doivent être mis au cul du semoir, au cul du semoir, au cul du semoir. Voilà, ça ne doit pas être mis au stade je sais pas quoi, 8 jours, 10 jours, un mois après, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'étais en train de semer et j'ai pas voulu désherber. Ça, c'est une de vos responsabilités et vous le savez très bien. Dans beaucoup de cas, c'est une des raisons. Donc, je continue ma liste. Donc, on a vu la pendimétalline qui vient de choper des restrictions d'usage, qui va donc certainement disparaître des écrans. Le chlortoluron qui est limité en grammage et interdit dans les sols drainés. Donc, ça limite déjà une grosse partie des surfaces. Le DFF, pour exemple, on prend le compil par exemple en produit commercial. Le DFF, c'est pareil, c'est un produit qui a des effets un peu sur vos cultures en les faisant blanchir les feuilles un certain temps. Donc, certains n'aiment pas trop l'utiliser à cause de ça, etc. Nous, on n'a jamais observé de conséquences sur le rendement. Évidemment, tous ces produits-là ont besoin d'un semis de qualité, que les graines soient bien enterrées. C'est aussi une des raisons qui a limité l'usage de ces produits d'automne, c'est que pour certains, ça cogne, comme beaucoup d'agriculteurs disent. Mais en réalité, le fait que ça cogne, ça vient aussi de pratiques culturales. Mauvaise proventeur de semis, forte présence de résidus, travail juste avant une pluie, le fait de le faire plus tard, quand vos plantes sont levées, vos blés, vos orges, etc. sont déjà levés, vous intervenez avec ces produits-là, c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc il y a beaucoup d'explications qui font que l'usage de ces produits, parfois, il est contesté ou vous en mettez pas beaucoup, vous avez peur que ça cogne, donc vous n'appliquez pas les doses qu'il faudrait mettre pour que ça fonctionne. Donc c'est important de le dire. Donc le DFF en fait partie. Le prosulfocarbe, donc ça c'est une molécule utilisée dans beaucoup de cultures. Le défi, c'est l'exemple du produit. Il y a un renouvellement de ce produit au niveau homologation qui va avoir lieu en octobre-novembre de cette année. Problème de volatilisation, c'est un produit qui est très volatile. Il y a pourtant eu beaucoup d'alertes de fait de la part des institutionnels, mais aussi des firmes, des conseillers, pour dire attention, obligatoire usage de bus d'injection d'air, mais aussi respecter les conditions maximales. Le top, il faut traiter avec ça quand c'est le top. Il n'est pas normal qu'à 5-6 km, des agriculteurs en bio voient leur culture qui soit refusée parce qu'on retrouve cette molécule dans leur récolte. Cela veut dire que les agriculteurs qui ont désherbé avec ça n'ont pas été responsables. Donc c'est très important. Donc si on perd encore cette molécule-là, je vous assure que là, ça va vraiment être très très compliqué. Le prosulfocarbe, chlortoluron, sol drainé. Vous voyez que c'est très 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 compliqué. Le flufénacet, donc c'est une molécule qu'on retrouve dans le Fosbury, par exemple, qui est un produit assez utilisé à partir du stade d'une feuille, etc. Donc c'est un produit associé avec d'autres molécules, avec le DFF, etc. Donc voilà, pareil, qui est une molécule aussi, on ne sait pas trop son avenir. Pour l'instant, on va dire que ça va. La clonifène, donc l'exemple c'est le Maténo. La clonifène est une molécule que vous retrouvez par exemple pour ceux qui font du tournesol en ce moment dans le Challenge. Donc ça aussi, c'est un produit qui, à notre avis, a de l'avenir parce qu'il n'est pas assez utilisé et que justement, le fait de varier l'usage des molécules et pas toujours faire les mêmes apporte des belles réponses. Il est associé à d'autres molécules dans ce produit. Et nous qui l'utilisons auprès de pas mal de partenaires, c'est plutôt un beau changement, quelque chose qui va venir compléter notre arsenal, donc un produit à penser. Les trialates, alors c'est la dernière des familles là, justement dans les molécules racinaires pour céréales, j'entends bien. Donc les trialates, c'est l'Avadex qui était jusque-là réservé sur orge, qu'il fallait enfouir, c'était tout un produit qui marchait une fois sur deux honnêtement, qui coûtait cher. Et pourquoi je parle au passé ? Puisque normalement cette année nous allons recevoir, cette année ou l'année prochaine, en tout cas nous l'avons déjà en test, on l'a déjà testé l'automne dernier en essai. Donc c'est un produit qui va apparaître aujourd'hui liquide, qui va être utilisable aussi bien sur orge que sur blé et qui ne nécessitera plus d'être enterré. Donc ça va vous apporter une molécule supplémentaire avec deux autres qui sont en train de sauter. Donc vous voyez, quand on fait le bilan, on n'a que 7 molécules sur céréales, blé et orge. On en a 4 qui sont interdits sur sol drainé et taux d'argile supérieur à 45%, dont une totalement sol drainé. Donc vous voyez, ça restreint vraiment très fortement. Et si chacun d'entre vous respecte vraiment la réglementation, en sol drainé, etc., vous êtes tout de suite dans des impasses. On vous le dit tout de suite, vous êtes dans des impasses. Donc déjà, première chose, ces produits racinaires doivent être utilisés en duo minimum ou avec des produits qui contiennent 2 à 3 molécules de cette famille. On n'utilise pas un défi tout seul, on n'utilise pas un Fosbury tout seul, ça n'a aucun sens. Il faudra peut-être répéter les applications, c'est-à-dire une application cul du semoir qui va être relayée dans l'hiver par une deuxième application de 2 produits ensemble. C'est-à-dire qu'avant de commencer, vous allez dépenser 100-150 € d'intervention des herbages si les blés gèlent ou s'il y a une catastrophe de climatique. C'est pour nous, les seuls produits qui fonctionnent encore, c'est ceux-là. Concernant les doses,
il est clair qu'aujourd'hui, ces produits-là viennent se fixer sur le complexe argilo-humique. Je vous mettrai les liens, la vidéo, la CEC, etc., pour comprendre ce que ça peut engendrer. J'en ai un petit peu parlé dans la première vidéo. Mais là où il y a fortement des résidus, il y a des raisons que le produit se fixe sur les résidus. Donc quand on voit certaines doses appliquées, certains de vos commentaires m'ont dit ce que vous mettiez, un monoproduit, etc. Mais c'est pas étonnant que vous ayez des ennuis, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et le fait de ne pas répéter, nous on pense que la répétition, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des levées tardives échelonnées du fait de forte présence de résidus. Il y a des graines qui ne lèvent pas tout de suite, qui lèvent plus tard selon la pluviométrie, etc. Et c'est vrai que de répéter ultérieurement, on gagne ce qu'on appelle en rémanence, en durée de fonctionnement. Ce sont des antigerminatifs qui peuvent avoir une action sur des plantes en place, c'est vrai, mais très faible. C'est comme d'autres désherbages sur les colzas, dont on parlera dans la vidéo numéro 3. S'il y a beaucoup de présence de graminées adventices, ces produits-là ne sont pas faits pour détruire les graminées présentes. Ils sont faits pour détruire des petites graminées éventuellement, mais surtout empêcher d'autres d'arriver. Voilà, le rôle des racinaires, c'est bien ça. Alors on va passer aux deuxième catégorie de produits qu'on appelle les produits action foliaire. Sachez quand même qu'ils ont tous plus ou moins, on va voir tout à l'heure, des actions aussi racinaires, donc ils nécessitent aussi des excellentes conditions d'application. Pour les molécules racinaires, le volume d'eau n'a aucune importance, c'est la pluviométrie uniquement qui aura une action. Alors vous allez me dire, ouais mais il a fait sec l'automne dernier, il n'y a pas de question à se poser, il y a des produits dans la liste, et nous on le sait, qui fonctionnent très bien même s'il fait sec. Mais ça ne sert à rien de monter votre volume d'eau pour dire je vais mieux faire marcher le produit, ça c'est dérisoire. Donc ce qu'il faut c'est une bonne qualité d'implication, les bus d'injection d'air font parfaitement le boulot puisqu'il va falloir entre 5 et 10 mm pour faire bien fonctionner le produit, qui se dilue bien dans l'ensemble. Certains agissent par film, d'autres agissent par action antigerminative. Voilà, je vous dresse les choses de manière simple, je ne rentre pas plus dans le détail, ça c'est plus réservé à nos partenaires pour aller vers des choses plus pointues. Concernant les produits foliaires, les conditions d'application, on n'y revient pas, mais hygrométrie, plantes poussantes, avant le traitement comme après le traitement. C'est ça en fait aussi qui va faire que ces produits foliaires sont de plus en plus menacés dans leur efficacité, c'est que déjà d'une, on a des dosages qui parfois sont limités, on le verra dans la vidéo numéro 3 sur les autres cultures, il y a des homologations parfois qui ne correspondent pas aux besoins de réalité, et des différences aussi entre les cultures qui ne sont pas compréhensibles. Le régras reste le même, que ce soit un régras dans une betterave ou un régras dans un colza, et pourtant la dose d'homologation est du simple au double. Pourquoi? C'est le mystère de la réglementation. Donc aujourd'hui, il reste 8 molécules foliaires en céréales. Il reste le pinoxadène, que vous connaissez, qui date d'une quinzaine d'années, qui a été homologué à usage de printemps uniquement. Et nous, on observait dans nos essais qu'il a toujours mieux fonctionné à l'automne. Donc c'est une molécule d'automne qui apportera une réponse. On n'a pas le droit de l'utiliser, donc c'est l'axial. Le phénoxaprop, alors bon, c'est le Phénova. Alors bon, bah ça, si vous n'avez pas de graminées, ça marche, mais enfin, c'est quand même très très moyen. Et le joystick, qui est une association entre le DFF qu'on a vu tout à l'heure, le iodosulfuron qu'on verra juste après, et le florazulam, donc un antidicotylédone. Donc sur orge, il ne reste que ces 3 molécules foliaires. Sur orge, il ne reste que ces 3-là. Sur blé, on en récupère 5 autres. Donc le pyroxulam, donc c'est l'exemple de l'octogon, la BAC. On a les méso-iodo, donc ça, ces produits-là sont arrivés en 2001. Rappelez-vous, c'était les Mésomax, pour ceux qui étaient déjà en activité. Alors là, c'était une révolution parfaite et c'est là que la dérive a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, on a des produits qui sont arrivés d'une famille des sulfolinurés qu'on appelle, qui ont tout changé. C'est-à-dire qu'au lieu de désherber avec nos produits racinaires là qu'on faisait à l'automne ou des mélanges de pumas, coupe gratil au printemps, enfin des produits assez simples qui fonctionnaient d'ailleurs, des iso à l'automne, un chlorto à l'automne, à cette époque-là, quand les mésomax sont arrivés, on a expliqué aux agriculteurs, vous souciez plus de rien, vous ferez tout au printemps et même plus c'est développé, mieux ça marche. Donc en réalité, de 2001 jusqu'à 2015-2018, les gens ont pu faire ces produits-là au printemps, oublier les racinaires d'automne, c'était plus simple, il n'y avait pas le temps, machin, voilà, et finalement tout au printemps, parfois même associé avec les fongicides ou avec un régulateur. Et les gens intervenaient avec un produit qui faisait l'ensemble des graminées, pour la majorité d'entre eux, la famille des Mésomax, on en trouvait toujours un qui faisait ce qu'il fallait, et ils avaient même pour certains un rôle antidicote, où ils étaient associés avec des antidicotes qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui permettaient en un seul passage de tout faire. Alors c'était super confortable, c'était des produits, on se rappelle à l'époque de l'archipel, qui était homologué à 250 grammes hectare. On avait des partenaires où à une certaine époque, on travaillait avec 50 grammes hectare de ce produit-là. Nickel, il n'y avait rien d'autre à refaire. Bon, vous comprenez bien que ça a bien évolué. Donc pour l'orge, je vous le rappelle, il reste 3 molécules.
Les 5 pour le blé, c'est donc l'octogon. On a les méso-iodo, donc l'archipel Atlantis que je viens de parler. Donc un exemple, l'archipel était pour les coopératives, je crois de mémoire, et l'Atlantis pour les négoces. Pourquoi? On ne sait pas, donc des raisons marketing, sauf que ce n'est pas les mêmes produits. Le grammage à l'intérieur n'était pas du tout le même. Et des régions à raie gras, les gens utilisaient de l'Atlantis, qui est beaucoup moins bon que l'archipel pour faire le raie gras. Là aussi, c'est de la technique, c'est de savoir quels sont les produits qu'il y a dedans et qu'est-ce qui fait le raie gras entre le méso et le iodo. Enfin bref, je ne rentre pas là-dedans parce que ça va fatiguer certains d'entre vous, mais c'est pour dire déjà on a commencé à dériver à ces moments-là. Le clodinafop, alors ça c'est l'AC10, bon bah là c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop sale. Alors le propylhexacarbazone, donc ça c'est l'attribut, c'est un produit un peu plus spécifique qui est pour le brome, que vous devez bien connaître. Et on a le sulfosulfuron qui est le monitor, c'est pareil, donc qui s'utilise aussi en double application pour une herbe bien spécifique en graminée, qui est en tout cas plus performante sur cette herbe-là, qui est le brome. On avait l'octogon qui marchait parfaitement, pareil, le pyroxylame qu'on a vu en premier. Donc voilà, donc on se retrouve avec 8 molécules sur blé, et pour être franc, si on fait la liste entière de tous ces produits-là, ils ne fonctionnent quasiment plus. Pourquoi? Les printemps secs, froid, des conditions de pousse des plantes pas assez importantes, des plantes trop développées à cette époque-là, contrairement en 2001 où on disait plus c'est développé, mieux ça marche, c'est plus le cas, on avait des vrais hivers, etc. Tout fonctionnait différemment, les plantes étaient moins fortes, la mutation des graminées n'était pas la même qu'aujourd'hui. On observe sur le terrain avec ces traitements-là au printemps, des raies gras qui sont complètement morts, en bordure de champ qui sont détruits, et à l'intérieur du champ, un raie gras complètement mort qui côtoie un raie gras ou un vulpin en pleine forme. Donc c'est ça la mutation, la dérive d'efficacité, et elle est contractuelle. Et une petite anecdote, la semaine dernière, on a rencontré une des firmes qui commercialise ces produits-là de printemps, et on leur a dit, mais vous savez qu'ils ne fonctionnent plus, etc. Il nous a dit, oui, on dit, pourquoi vous continuez de les vendre? Eh bien en fait, parce qu'il y a de la demande. Donc en réalité, les distributeurs, etc., il y a de la demande encore sur ces produits-là, alors qu'ils ne fonctionnent plus, il faut être honnête. Donc c'est vraiment inquiétant de voir cette dérive-là. Donc vous voyez, si on fait un peu le bilan, en termes de molécules, c'est quand même un peu la misère, surtout avec les retraits qu'on a. Donc on ne parlera pas du retrait du S-métolachlore, puisque ça concerne d'autres cultures. Par contre, on peut parler de l'information de la semaine qui est arrivée quand même, c'est le glyphosate. Le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les AMM, les autorisations de mise sur le marché, de 2 produits de Syngenta qui sont le Touchdown System 4 et le Touchdown Forêt. Donc déjà, on ne voit pas pourquoi il y a autant de glyphosate. Moi, je vais vous le dire franchement, des glyphosates, il y en avait peut-être 100 avant, aujourd'hui, il y en a peut-être 40. Ils ont tous des noms différents, c'est du glyphosate. À partir du moment où c'est du glyphosate, on ne comprend pas qu'il y ait des AMM différents. Tout ça, c'est du cinéma, de l'argent dépensé par les firmes. Pour au final quoi? L'association Génération Future a donc porté plainte, a fait un recours, et le tribunal administratif leur a donné raison et justifie sa décision par un manquement au principe de précaution. Alors là, pourquoi c'est grave et pourquoi cette information-là est grave? C'est qu'après les cultures sales que je vous ai montrées, qu'est-ce qu'il va relever? Donc il va relever les raies gras, il va relever les céréales qu'on aura perdues avec la moissonneuse-batteuse. Qu'est-ce qui va nous permettre de les détruire à cœur jusqu'aux racines? Ce ne sont pas les produits qu'on a vus là, qui déjà d'une sont beaucoup plus chers, même si c'est en train de se rattraper, ont des limitations réglementaires importantes, ne fonctionne pas en toutes conditions, alors que lui, le glyphosate, va fonctionner en toutes conditions, et on n'aura pas qu'une destruction foliaire, parfois on aura une vraie destruction jusqu'aux racines. Eh bien, l'interdiction du glyphosate, celle-ci qui vient d'être ouverte, et Génération Future s'empresse de dire, s'est réjoui, rappelle que les dossiers d'évaluation n'ont pas été bien faits par l'ANSES, car ne contenaient pas l'évaluation des risques concernant la diversité de l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres, donc alors que le règlement européen l'impose. Donc en fait, eh bien, ils rebondissent en disant de toute façon, on doit faire la même chose, ces lacunes-là doivent être enlevées pour tous les autres glyphosates. Donc c'est un précédent très très grave. Donc aujourd'hui, l'ANSES a 2 mois pour faire appel de cette décision. Elle n'a pas encore retiré donc les AMM, elle n'a pas à le faire. Mais c'est pour dire que, vous voyez, c'est pas une bonne nouvelle, les amis. C'est pas une bonne nouvelle parce que alors là, si le glyphosate venait à disparaître, les gestions de nos échecs dans les autres cultures ne pourraient même plus être gérées. Et donc voilà. Donc, c'est une parenthèse, c'est un dossier à suivre. De toute façon, on s'y attend, 2024, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont dites de droite et de gauche. On sent le côté symbolique de ce produit-là. Comme sur nos produits racinaires, les problématiques de nous enlever ces produits-là, c'est qu'ils sont mis avant une période hivernale, automnale, où il y a de la pluviométrie. Ils sont fixés sur les particules de sol vivantes, les argiles, la partie organique. Si ce sol-là est en destruction ou qui s'abîme ou qu'il est fragilisé par une pluie trop importante ou par un travail du sol trop fin, etc., qui fait que les particules sont entraînées dans les drains, dans les profondeurs du sol, dans les eaux, finalement,
avec les 0,1 microgrammes qui sont mis en détection pour dire ces produits-là, il faut les arrêter, on a énormément de soucis à se faire. Et si on ne revient pas, et je conclurai là-dessus, à cette approche globale du sol à la plante qui doit nous permettre d'éviter ces excès de terre fine, cette fragilisation des structures, éviter justement des mauvais apports par des mauvaises conditions qui font que le produit se volatilise ailleurs et sur d'autres cultures là où il ne devrait pas aller, si on n'associe pas les molécules ensemble, si on n'utilise pas toutes les molécules dont je vous ai parlé, d'ailleurs je te pose la question, est-ce que tu utilises l'ensemble des 8 molécules foliaires et l'ensemble des 7 molécules racinaires dont nous avons parlé dans cette vidéo? Est-ce que tu les utilises alternativement tous les ans, associés ensemble, ou est-ce que tu utilises les 2 ou 3 mêmes que tu fais depuis des années? Ça aussi, c'est une question que tu dois te poser, que l'on doit se poser. Voilà les amis, alors écoutez, dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 3 sur ce sujet, on va parler des autres cultures, le maïs, les betteraves, etc. et des moyens anti-graminées, puisque je vais me concentrer surtout là-dessus, que nous avons à notre portée pour pouvoir avoir déjà ces cultures-là propres en graminées, et aussi, ne sont-elles pas un bon levier pour justement réparer nos carences, nos manques, nos difficultés dans nos cultures de céréales au quotidien. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Surtout, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt.